bonjour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, nous allons parler de pharmacologie et thérapeutique, donc de l'UE 2.11. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier car j'ai dépassé les 1000 abonnés, ce qui me ravit, ce qui prouve que eh bien, mes vidéos semblent vous être utiles et j'espère que ça va durer encore un certain temps. Voilà, donc je vous remercie encore et nous allons donc nous attaquer aux révisions de 2.11. Donc comme d'habitude, j'ai préparé quelques diapos avec des questions. Donc deux premières diapos qui concernent essentiellement donc, les anticoagulants et la suivante les corticoïdes. Et ensuite, eh bien, vous aurez droit à un QCM, donc avec un certain nombre de questions. Donc, je vous laisserai faire pause sur ces vidéos, essayer de répondre et ensuite, je passerai à la correction. Alors, nous allons commencer par deux questions assez détaillées. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, essayer de répondre et je vous retrouve très rapidement pour la correction. Voyons maintenant le corrigé. Donc pour cette question 1, la première partie concernait les différents types d'anticoagulants. Donc nous avons les héparines, tout d'abord les héparines de bas poids moléculaire, ou HBPM, et les héparines standards non fractionnées, HNF, qu'elles soient calciques ou sodiques, et enfin les antivitamines K, qu'on appelle le plus souvent AVK. Alors les héparines de bas poids moléculaire sont des fragments d'héparine qui inhibent davantage le facteur 10A, que la thrombine étant le facteur 2A. Alors, la surveillance du facteur anti-10A comme critère d'efficacité est réalisée surtout dans le cadre curatif. Or, si les HBPM sont utilisés à titre curatif pour les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires, ou encore la maladie veineuse thromboembolique, elles sont bien plus utilisées à titre préventif. Donc, la norme attendue pour un anti-10A à dose préventive est de 0,1 à 0,4 unités internationales par litre et à titre curatif, on attendra plutôt 0,5 à 1 unité internationale par litre. Alors, ces HBPM ont l'avantage par rapport aux héparines non fractionnées d'un risque moindre mais non exclu d'hémorragie et de thrombopénie, d'une action également prolongée et d'une surveillance biologique limitée. Mais même si le risque de thrombopénie est moindre, la surveillance des plaquettes s'impose. Donc, on surveillera le taux des plaquettes dont la norme est de 150 à 400 giga par litre. Les héparines non fractionnées sont des polysaccharides extraits de poumons de bœuf ou d'intestin de porc et agissent en accélérant de façon considérable l'action de l'antithrombine 3, le facteur 10A et le facteur 12A. Donc, la surveillance biologique de leur efficacité porte sur le TCA, le temps de céphaline activé. Le temps de céphaline activé est mesuré en secondes. La normale est entre 24 et 41 secondes et le résultat est interprété au moyen d'un témoin. Le temps de céphaline activé est mesuré donc en secondes puis rapporté à la valeur du témoin qui correspond donc au TCA moyen d'une cinquantaine de patients normaux, ce qui donne alors le rapport malade-témoin. Alors, ce ratio malade-témoin pour un patient non anticoagulé doit être aux alentours de 1, de 0,8 à 1,2. Pour un patient sous traitement préventif d'un accident thromboembolique artériel ou veineux, ou sous traitement curatif d'une maladie veineuse thromboembolique, ou encore d'un syndrome coronarien, etc., on recherche un temps du malade égal à 2-3 fois celui du témoin, ce qui correspond à une héparinémie de 0,3 à 0,6 unités internationales par millilitre. Pour être interprété correctement, il est impératif de préciser si le patient reçoit un traitement anticoagulant et de préciser le nom du médicament, la dose et les heures d'administration. C'est très important. Les effets indésirables des héparines non fractionnées sont les hémorragies, notamment en cas de non-respect des contre-indications ou de surdosage, ou de mauvaise surveillance, ou encore de thrombopénie. Donc là aussi, pour vérifier l'innocuité, le dosage des plaquettes s'impose. Le dernier type d'anticoagulants, ce sont les antivitamines K ou AVK, qui sont des anticoagulants d'action différée, et donc ils ne sont pas indiqués à une situation d'urgence.
Ils agissent en inhibant la gamma-carboxylation hépatique des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants, comme le facteur 2, qui est la prothrombine, le facteur 7, qui est la proconvertine, le facteur 9, qu'on appelle aussi facteur Christmas ou facteur antihémophilique B, et le facteur 10, qui est le facteur Stuart. Et également de deux facteurs physiologiques de la coagulation, que sont les protéines C et S, qui sont des inhibiteurs de la coagulation, qui aident à réguler la vitesse de formation des caillots sanguins. L'efficacité des AVK est contrôlée par le TP, le taux de prothrombine, qui à l'état normal est entre 70 et 100%. Pour un malade sous traitement, le résultat recherché est de 25 à 35%. Mais pour un malade sous AVK, ce qui nous intéresse le plus, car plus fiable, c'est l'INR, International Normalized Ratio, qui se mesure en comparant le temps de coagulation du patient à celui d'un patient témoin. Donc, pour un patient non traité, il est de 1. Et chez un patient sous AVK, on recherchera un INR compris entre 2 et 3 dans la plupart des indications, à savoir la maladie veineuse thromboembolique ou l'infarctus du myocarde ou la fibrillation auriculaire ou encore des valvulopathies et des bioprothèses cardiaques. Ou bien on attendra un INR compris entre 3 et 4,5 en cas de prothèse valvulaire mécanique, notamment mitrale, ou d'embolie systémique récidivante. Pour rappel, l'action des AVK étant différée lors d'un relais héparine par des AVK, l'héparine est poursuivie jusqu'à ce que le traitement Péros par AVK soit en zone efficace. En général, il faut compter entre 24 heures et 72 heures. On compte 24-72 heures pour la coumadine, 24-48 heures pour le Syntron et 36-72 heures pour le Préviscan. La seconde question portait donc sur le cortencil. Madame C prend 40 mg de cortencil, qui est un glucocorticoïde par jour. Il fallait donc remplir le tableau en donnant 5 effets secondaires et en mentionnant les critères de surveillance infirmière qui s'y rapportent. Donc, le cortencil est un glucocorticoïde, donc un anti-inflammatoire stéroïdien, un AIS. Et il permet de lutter contre le processus inflammatoire d'une maladie, que ce processus soit local ou généralisé. Donc, sa première propriété est d'être anti-inflammatoire par inhibition de la production de la quasi-totalité des médiateurs de l'inflammation, comme les cytokines pro-inflammatoires, la phospholipase A2, etc. Ces AIS luttent contre les phénomènes inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils ont une action sur les réactions métaboliques. Ils ont aussi des effets sur la réduction des réactions de défense de l'organisme. On parle alors d'action immunosuppressive. Nous allons voir ces effets ensuite. Le plus souvent, ces anti-inflammatoires sont pris sur le long terme et ils entraînent la survenue d'effets indésirables liés aux actions autres que l'action anti-inflammatoire. C'est pourquoi leur utilisation est souvent de courte durée. Alors, par l'action anti-inflammatoire, ces AIS permettent au corps de s'adapter aux différents stress. Et par rapport à cet effet anti-inflammatoire, on va particulièrement surveiller la diminution des signes cliniques et biologiques d'inflammation. Donc, dans la question, il est précisé que le cortencil est un glucocorticoïde et les glucocorticoïdes sont un certain type de corticostéroïdes qui tirent leur nom du fait qu'ils exercent un effet prépondérant sur le métabolisme du glucose au niveau du foie. Donc, la première propriété métabolique est celle sur les glucides avec un effet hyperglycémiant. Les AIS ont en effet une action de type diabétogène avec augmentation de la production de glucose à partir des acides aminés et du glycérol au niveau hépatique. C'est l'activation de la néoglucogénèse et de la néoglycogénèse. Il en résulte une augmentation de la glycémie ou un dérèglement de l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques. Il y a donc un risque de décompensation d'un diabète chez un patient diabétique, donc il faudra déceler les signes et bien sûr il faut surveiller la glycémie. Et il est important chez un patient mis sous corticoïdes d'instituer un régime sur prescription médicale. Ces AIS, comme le cortencil, ont aussi une action sur le métabolisme protéique, qui consiste en une augmentation du catabolisme protéique avec un bilan azoté négatif, se traduisant par une diminution de la masse musculaire, voire une amyotrophie, et un défaut de trophicité cutanée avec atrophie cutanée, une peau fine et des vergetures, des difficultés de cicatrisation, une sécheresse cutanée. Donc on va surveiller particulièrement ce risque de fonte musculaire, ce retard à la cicatrisation, retard de la croissance également, et on va surveiller le poids par rapport à la taille, on va surveiller aussi l'état cutané, éventuellement instituer un régime sur prescription médicale et faire un bilan biologique. Alors,
Ils agissent aussi sur le métabolisme lipidique par une augmentation de la sensibilité du tissu adipeux aux agents lipolytiques, comme l'hormone de croissance, les récepteurs bêta-adrénergiques, le glucagon, avec une redistribution fascio-tronculaire des graisses, qu'on appelle le buffalo neck, ou la bosse de bison en français. Donc par rapport à cet effet sur les lipides, eh bien, on va surveiller particulièrement le poids, on va surveiller aussi la biologie et bien entendu instituer un régime sur prescription médicale lors de la mise sous AIS. Ces AIS influencent aussi l'équilibre hydroélectrolytique avec une tendance à la rétention hydrosodée, avec une prise de poids, mais aussi à l'hypokaliémie, à l'hypertension artérielle du fait de la rétention hydrosodée. Cet effet minéralocorticoïde explique qu'un régime sans sel est souvent préconisé, ainsi que l'adjonction de potassium lorsque le traitement est prolongé et ou utilisé à forte dose. Donc, outre ce régime et une surveillance biologique, on va également surveiller les œdèmes, on va surveiller la tension à la recherche d'une hypertension, on va éventuellement faire un électrocardiogramme, on va surveiller l'apparition de troubles du rythme, on va surveiller bien sûr le poids, l'apparition de crampes, etc. Ces AIS ont également une action sur le métabolisme phosphocalcique et osseux qui consiste en une diminution du transport intestinal du calcium et de la synthèse de collagène, mais aussi une augmentation de la résorption osseuse. Il en résulte une activation du catabolisme osseux qui peut induire une ostéoporose et un arrêt irréversible de la croissance chez l'enfant. L'hypocalcémie se traduit par une diminution des réserves, par un effet anti-vitamine D. On peut aussi constater une baisse du taux de phosphore qui va donc se traduire par une hypophosphorémie. Donc, outre une surveillance biologique, on va être très vigilant en ce qui concerne le risque de fracture, on va prévenir les chutes également, on va surveiller la taille chez les enfants et bien entendu supplémenter en vitamine D chez les personnes à risque. Ensuite, il y a certains effets secondaires sur le système nerveux central qui sont bien connus, notamment les troubles de l'humeur et des troubles comportementaux avec une hyperexcitabilité, avec une certaine même euphorie, parfois des insomnies. Alors, il ne faut pas oublier que la cortisone est produite naturellement par le corps sous forme de cortisol, hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et il y a un pic de libération du cortisol dans le sang et l'organisme le matin, entre 6 et 8 heures. C'est d'ailleurs pour cela qu'on fait les prélèvements sanguins pour cortisolémie le matin entre 8 et 9 heures en général. Alors, le corps est habitué à cette libération du cortisol dans le sang et l'organisme le matin, et en prenant un médicament qui contient de la cortisone le soir, cela revient à indiquer au cerveau que c'est le matin, ce qui va, bien entendu, empêcher de dormir. Donc, cette libération naturelle du cortisol le matin conditionne la prise de cortisone, souvent médicamenteuse, également le matin, généralement au petit déjeuner, ou le midi, mais en tout cas avant 17 heures le soir. Et bien entendu, on va surveiller le sommeil et le comportement. Car si les modifications de l'humeur induites par les corticoïdes sont habituellement mineures, comme une insomnie, une anxiété ou une irritabilité, ou des troubles modérés de la mémoire, ou des difficultés de concentration, dans de très rares cas, les troubles peuvent être plus sévères, avec une dépression ou des délires, une euphorie marquée, un trouble bipolaire, une psychose ou des antécédents familiaux de troubles bipolaires ou de maladies psychiatriques sont des facteurs de risque. Alors, la dose reçue de corticoïdes est très liée au risque d'apparition de ces troubles. Plus elle est élevée, plus le risque est grand. Alors, ces effets sur le système nerveux central peuvent aussi se traduire par une augmentation de l'appétit, puisqu'ils ont un effet orexigène, mais aussi un effet antipyrétique. Ensuite, ces médicaments ont tendance à entraîner une hypersécrétion gastrique et une diminution du mucus, ce qui augmente le risque d'ulcères digestifs. On a donc une action sur la muqueuse gastrique. Des médicaments spécifiques sont alors nécessaires pour contrebalancer cet effet. Ce sont généralement des inhibiteurs de la pompe à protons. Et on va aussi donc donner ce traitement en cours de repas. Et bien entendu, on va rechercher des antécédents d'ulcères gastriques. Les AIS, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un effet immunosuppresseur par inhibition de la réponse lymphocytaire, ainsi qu'un effet anti-allergique du fait de l'inhibition des mastocytes et des basophiles. C'est donc pour leurs propriétés immunosuppressives qu'ils sont utilisés dans le traitement des maladies auto-immunes et pour permettre la tolérance des organes, tissus et cellules transplantées. Alors, plus précisément, leur action sur des éléments figurés du sang entraîne une diminution de la masse de tissus lymphoïdes, du nombre de lymphocytes B et T,
Mais il y a aussi des mastocytes qui donnent cet effet anti-allergique, des macrophages, ce qui entraîne la diminution de l'activité anti-infectieuse, et inversement, on a une augmentation des leucocytes et des plaquettes. Alors, ces effets sont importants et expliquent la place qu'occupent ces médicaments dans les protocoles de traitement des hémopathies en raison de leur action sur le tissu lymphoïde, avec une augmentation du taux de globules rouges, des plaquettes et des polynucléaires neutrophiles, et dans une moindre mesure, une élévation du nombre de lymphocytes, de polynucléaires basophiles et éosinophiles. Ils font aussi classiquement partie d'un certain nombre de protocoles thérapeutiques de cancer d'organes. Et les corticoïdes peuvent, par leur effet immunosuppresseur, aggraver une infection ou la favoriser puisqu'ils diminuent les défenses. Les AIS ont des effets androgéniques qui se traduisent entre autres par une pilosité excessive ou hypertrichose. Cela fait partie des effets endocriniens ou hormonaux des AIS et ces effets sont variables. On a par exemple une diminution de la prolactine, ce qui se traduit par une diminution de la lactation, une diminution de l'hormone de croissance qui peut ralentir la croissance chez les enfants et les adolescents, ce qui explique que l'évolution de la taille sera suivie précisément, en particulier dans le cadre des traitements de la leucémie, où ils sont très utilisés. Toujours en ce qui concerne les effets androgéniques, chez les femmes, la corticothérapie peut modifier les cycles menstruels, et chez les hommes, elle peut entraîner des troubles de la libido ou de l'érection, et donc il faut informer les patients. Enfin, une corticothérapie prolongée, c'est-à-dire plus de 2 semaines, entraîne une freination sur l'acte hypothalamo-hypophysaire. Ils inhibent notamment la production de cortisol par les glandes surrénales, lesquelles ont besoin d'un certain temps pour reprendre leur activité normale lorsqu'on va arrêter le traitement. Ainsi, au terme d'un traitement par corticoïdes, ils ne doivent pas être arrêtés brutalement et donc la dose est réduite progressivement car si on ne le fait pas progressivement, il y a un risque d'effet rebond. Donc, pas d'arrêt brutal du traitement, on va surveiller la tension, on va surveiller la diurèse et la glycémie pendant toute la durée de l'arrêt du traitement qui est progressif. Donc maintenant, vous allez avoir une série de questions dont je vous laisse prendre connaissance, essayer de répondre. Vous pouvez prendre le temps de faire pause sur chaque diapositive. Nous nous retrouvons pour la correction.
Alors, me revoilà pour cette correction. Donc, dans la première question, il fallait cocher les 3 bonnes réponses. Conformément au Code de la santé publique, dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier, eh bien, il fallait répondre A, B et C, c'est-à-dire aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable, vérifie la prise des médicaments et surveille l'apparition d'éventuels effets secondaires. Ces réponses se trouvent dans l'article R4311-5 qui liste les actes relatifs au rôle propre infirmier. Bien sûr, pour remplacer un médicament Pérose par une injection équivalente en cas de vomissement répété, il faudra une prescription médicale. Et préparer et administrer les traitements sous forme injectable, c'est un rôle infirmier sur prescription médicale. Question 2, il fallait également cocher les 3 bonnes propositions parmi celles qui étaient listées. Donc il fallait répondre A, chez la personne âgée, l'élimination hépatique est modifiée. C, chez la personne âgée, l'élimination rénale n'est pas modifiée. Et D, les polypathologies chez la personne âgée augmentent le risque d'interaction médicamenteuse. Alors en effet, le foie qui participe à l'élimination des médicaments a une capacité de fonctionnement diminuée, ce qui peut conduire à une accumulation de résidus médicamenteux au fil des prises et aboutir à l'apparition d'effets indésirables. Les personnes âgées sont souvent polypathologiques et de ce fait, il est fréquent que les traitements des personnes âgées comportent plusieurs médicaments et l'augmentation de leur nombre associée au vieillissement de l'organisme expose davantage au risque iatrogène. Donc ce risque iatrogène est bien lié avec le nombre de médicaments et les personnes, bien entendu, plus de 80 ans sont très exposées à ce risque de iatrogénie. Question 3, eh bien, la iatrogénie médicamenteuse. Il fallait cocher les 3 bonnes réponses parmi les propositions. Donc il fallait cocher A, concerne les personnes âgées, on vient d'en parler. B, concerne aussi les enfants qui sont plus fragiles. Et C, engendre plus de décès chaque année que les accidents de la route. En effet, la iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables que l'on peut imputer aux médicaments et ou les interactions médicamenteuses ayant des conséquences sur la santé d'un individu. Donc, on vient de voir que la iatrogénie concernait donc les personnes âgées qui prennent souvent plusieurs médicaments avec un risque donc d'interaction. Et les enfants, quant à eux, ont besoin de médicaments beaucoup moins dosés. La iatrogénie médicamenteuse est à l'origine de plus de 10 000 décès par an, de 128 000 hospitalisations par an, et sa fréquence est multipliée par 2 après 65 ans. Mais il faut savoir que 2 947 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2021. Donc on voit bien que la iatrogénie engendre beaucoup plus de décès que les accidents de la route. Et bien entendu, elle ne concerne pas que les médicaments sur ordonnance. Elle concerne tous les médicaments, y compris ceux que l'on prend en automédication. Et elle peut être liée à une réaction immuno-allergique. Question 4, il fallait cocher les 4 bonnes réponses parmi les propositions. Conformément au Code de la santé publique, la prescription médicale sauf urgence doit être, elle doit être B, qualitative, C, quantitative, D, nominative et E, datée et signée. Cela figure dans l'article R4312-42. Un infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Et en effet, toute prescription médicale doit comporter l'identification du prescripteur, c'est-à-dire son nom, sa qualification, etc., le nom et le prénom du patient, éventuellement même son âge, son sexe, son poids et sa taille s'il s'agit d'un enfant, la date de la rédaction de la prescription, la dénomination commune d'un principe actif, c'est la fameuse DCI. Il faut aussi le dosage et la forme pharmaceutique, la posologie et le mode d'emploi. S'il s'agit d'une préparation, il faut préciser la formule détaillée. Ensuite, elle doit préciser la durée du traitement. Exemple, un traitement pour 3 mois. Ou bien le nombre d'unités de conditionnement dans le cas d'une prescription en nom de marque, par exemple 2 boîtes de vin comprimé. Mais ça, c'est plus rare. Elle doit préciser le nombre de renouvellements de la prescription, si nécessaire. Doit figurer la mention non remboursable, NR, dans le cas d'une prescription d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables. Et bien sûr, la prescription médicale doit être signée. Nous voici arrivés à la question 5. La réponse A, le paracétamol est un antalgique de palier 2 était fausse, puisque c'est un antalgique de palier 1. Ensuite, réponse B, le tramadol est un antalgique de palier 2. Oui, ça c'est vrai. C'est un analgésique opioïde faible. Et réponse C, le tramadol est un médicament dérivé de la morphine. Et oui. Ensuite, réponse D, qui était exacte aussi, c'est le Skénan est un antalgique de palier 3. C'est un analgésique opioïde fort, c'est en effet de la morphine orale, soit d'action brève, c'est le cas de l'actiskénan, ou à libération prolongée, ça c'est le cas du Skénan LP.
Quant à la réponse E, le paracétamol est un anti-inflammatoire, eh bien elle était fausse puisqu'il s'agit d'un analgésique périphérique, précisément un antalgique antipyrétique, mais sans effet anti-inflammatoire, contrairement à l'aspirine, à laquelle on le compare souvent car elle a les mêmes propriétés antalgiques antipyrétiques. Question 6, il fallait aussi retrouver les 3 bonnes propositions. Alors A, le doliprane est du paracétamol et est un antalgique de palier 1. Oui, c'est vrai. Tout comme les feralgans, les deux étant du paracétamol. Donc les feralgans, réponse B, n'est pas un antibiotique. Ensuite, réponse C, les AINS sont des anti-inflammatoires et des antalgiques de palier 1. La réponse est juste. Réponse D, les feralgans codéinés est un antalgique de palier 3. Non, non du tout, c'est un antalgique de palier 2, comme toutes les associations paracétamol-codéine. Enfin, la réponse E est exacte, le Skénan est un morphinique et c'est un antalgique de palier 3. Question 7, là encore, il fallait retrouver les 3 bonnes propositions. Donc A, les antalgiques de palier 1 sont des médicaments de la famille du paracétamol, des AINS et des salicylés. Donc oui, la réponse est juste. Alors ensuite, la réponse B, elle, est fausse. Les antalgiques du palier 2 traitent les douleurs intenses. Non. Les antalgiques de palier 2, qui pour la plupart agissent au niveau de la moelle épinière, peuvent traiter des douleurs modérées à intenses, codéine ou tramadol par exemple. La réponse C était également fausse. En revanche, la réponse D, les antalgiques de palier 2 sont par exemple les opioïdes faibles, la Cupan, la codéine, l'Xprime, ça c'est exact. Et enfin, la réponse E est elle aussi exacte. Les antalgiques de palier 3 traitent les douleurs sévères et les douleurs d'origine cancéreuse, oui, puisqu'elles agissent au niveau du cerveau. Elles traitent les douleurs intenses ou les douleurs rebelles aux antalgiques de niveau 1 et 2. Alors ce sont par exemple la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, etc. Et comme beaucoup de substances agissant directement au niveau cérébral, ils peuvent entraîner un phénomène d'accoutumance et dépendance, et leur utilisation est donc encadrée strictement. Ils appartiennent généralement à la classe des stupéfiants. Question 8, il fallait retrouver les 3 bonnes propositions. Donc A, le Cévredol est un antalgique de palier 2, et non, il est comme le Skénan, c'est un antalgique de palier 3. B, le Skénan fait partie des médicaments de la liste des stupéfiants, on vient juste d'en parler, oui, la réponse est exacte. Ensuite, C, à l'hôpital, les médicaments de la liste des stupéfiants sont rangés dans l'armoire à pharmacie du service. Alors, c'est pas totalement faux, ça peut être dans l'armoire à pharmacie du service, mais dans un coffre fermé à clé. Donc, cette réponse est incomplète, donc fausse. C'est la D qui était exacte, à l'hôpital, les médicaments de la liste des stupéfiants sont rangés sous clé dans l'armoire à pharmacie du service. Enfin, la réponse E, le patch de Durogesic est un médicament de la liste des stupéfiants, eh bien oui, le Durogesic, dont la DCI est le fentanyl, est un analgésique opioïde fort, donc un antalgique de palier 3, ayant une action antalgique qualitativement identique à celle de la morphine et présentée sous forme de dispositif transdermique avec une durée d'action prolongée de 72 heures. Alors dans la question 9, il fallait cocher la bonne réponse. Que signifie l'abréviation DCI? Bien entendu, c'était la réponse A, dénomination commune internationale. Question 10, il fallait là encore cocher 3 bonnes réponses sur les stupéfiants. Alors la réponse A sont des médicaments de la liste 2? Non, du tout. D'ailleurs, l'étiquetage des médicaments est très précis et différent, à savoir que les stupéfiants comportent une étiquette blanche avec un large filet rouge et les médicaments de la liste 2 ont une étiquette blanche avec un large filet vert. Ensuite, les stupéfiants font l'objet d'une prescription sur ordonnance sécurisée. Là, la réponse est exacte, de même que la C doivent être détenues dans un coffre fermant à clé, on vient d'en parler. Ensuite, D sont prescrits uniquement chez l'adulte. Non, ça c'est complètement faux, puisqu'on peut prescrire des stupéfiants également chez les enfants. Et ensuite, la réponse E ne peuvent être transportés que par des infirmiers ou médecins. Ça, c'est exact. Donc, pour tout savoir sur la réglementation relative aux stupéfiants, il faut se référer à l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, la dispensation et l'administration, la détention et l'étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses en établissement hospitalier, dont je vous mettrai le lien en description. Mais ce n'est pas le seul texte, puisqu'il y a également la circulaire du 8 avril 1999 concernant le plan de lutte contre la douleur avec mise en œuvre des ordonnances protégées dans l'établissement de santé, ainsi que le décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, ou encore le décret du 5 février 2007, l'arrêté du 6 avril 2011 concernant le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, et enfin l'arrêté du 12 mars 2013 sur les données concernant l'administration.
Voyons maintenant la question 11. Il fallait cocher la bonne réponse. Dans un litre de soluté glucosé à 5%, combien y a-t-il de glucose? Eh bien, la réponse exacte était la réponse B, 50 grammes par litre, puisque le 5% correspond à 5 grammes de glucose pour 100 millilitres, donc 50 grammes pour 1000 millilitres. Question 12, il fallait cocher 2 bonnes réponses. Alors, écraser un comprimé pour faciliter son administration. A est toujours possible. Eh bien non, ça n'est pas toujours possible. B rend imprécise la quantité réellement avalée, ça c'était une réponse exacte. C peut se faire sur avis du pharmacien, c'était aussi une réponse exacte. En revanche, les deux suivantes sont fausses. D permet de conserver toutes les propriétés actives du médicament, non. Permet une action plus rapide des traitements, non. Alors, écraser, pilonner, ouvrir, réduire en poudre des médicaments sont des pratiques régulièrement nécessaires à leur administration. Cependant, c'est un usage hors AMM, autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Alors pourquoi écraser ou ouvrir des comprimés? Eh bien, généralement, c'est à cause des troubles de la déglutition ou de troubles psychocomportementaux qui gênent l'administration des formes orales sèches. Il ne s'agit en aucun cas de masquer, bien sûr, la prise d'un médicament à un patient, de le planquer dans sa compote ou dans son yaourt. C'est pas le but. Alors, avant toute chose, avant d'écraser un comprimé, il faut vérifier l'intérêt et la pertinence de la prescription. Ensuite, il faut chercher s'il existe des alternatives galéniques, notamment avec le pharmacien. On peut remplacer un comprimé par une solution buvable ou des sachets ou des comprimés orodispersibles, des dispositifs transdermiques ou des suppositoires, etc., qui sont de la même molécule. Enfin, si ce n'est pas le cas, il faut chercher une alternative thérapeutique dans la même classe thérapeutique avec une galénique adéquate. Et ça, c'est à voir avec le médecin. Enfin, si vraiment, il faut écraser, ouvrir, il faut vérifier quels sont les risques potentiels. Parce que il peut y avoir un risque de toxicité locale directe pour le manipulateur, c'est le cas avec les cytotoxiques. Il peut y avoir un risque de modification de l'absorption par sous- ou surdosage. Il peut y avoir un risque de modification des propriétés physico-chimiques, ou pharmacocinétiques et pharmacologiques, engendrant une toxicité ou une perte d'effet. Et il peut y avoir un risque de contamination et d'incompatibilité entre broyages successifs. Il faut faire très attention aux idées reçues. Certains comprimés comportent un trait qui permet de les couper en deux parties égales pour faciliter l'administration, mais dont la quantité de principe actif dans les demi-comprimés n'est pas homogène. Alors attention, un comprimé sécable n'est pas forcément un comprimé écrasable. En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et elle doit être évitée. Il y a un risque d'erreur de dosage. Alors, ce qui est vrai pour le Princeps ne l'est pas forcément pour l'ensemble de ces génériques. Par exemple, le Mopral 20 mg contient des microgranules gastro-résistants. Donc, c'est une gélule ouvrable, mais certains génériques, comme l'oméprazole 20 mg, sont des gélules gastro-résistantes, donc qui ne sont pas ouvrables. Il faut vraiment être très vigilant. Et attention, tout ce qui est injectable n'est pas buvable. Je vous ai mis ici dans ce tableau différents types de médicaments, notamment des comprimés ou gélules, par rapport à leur forme galénique, avec leurs caractéristiques et la possibilité ou non d'ouvrir ou de broyer. Donc par exemple, tout ce qui est comprimé gastro-résistance, bien sûr, ne doivent pas être écrasés, sauf si c'est une administration par sonde duodénale ou jéjunale. Il y a un risque d'inefficacité. Ensuite, les comprimés à libération modifiée ne doivent pas non plus être écrasés, sauf s'il y a une mention explicite. Il y a un risque de surdosage dans un premier temps et une absence de couverture thérapeutique ensuite. Ensuite, les gélules à libération prolongée. Cette gélule peut être ouverte, mais son contenu, qui sont généralement des microgranules, ne doit pas être écrasé ni mâché. Les comprimés multicouches, c'est-à-dire par exemple les doubles comprimés, ne doivent pas être écrasés. Ensuite, les comprimés ou gélules cytotoxiques ou à toxicité locale, bien entendu, ne doivent jamais être ouverts ni écrasés. Les comprimés ou gélules qui contiennent un principe actif à marge thérapeutique étroite ne doivent pas être ouverts ou écrasés non plus. Ce qui est le cas aussi des comprimés ou gélules contenant un principe actif instable à la lumière ou à l'air. Et enfin, tout ce qui est capsules molles ne doivent pas être ouvertes.
Alors, une tentation de remplacer par exemple un comprimé sec par une forme effervescente, c'est toujours bien tentant, mais attention aux formes effervescentes, hein, au regard de l'apport sodé qui est généralement non négligeable. Et aussi, il faut faire attention à ne pas substituer une forme libération prolongée par une forme non libération prolongée, parce que la substitution nécessite une adaptation de la posologie. Donc, il faut voir avec le médecin dans ce cas. Donc le mieux en cas de doute, c'est de référer au pharmacien et si le médicament peut être broyé, crasé, eh bien il y a des bonnes pratiques à respecter pour la préparation. D'abord, respecter les règles d'hygiène de base avec un lavage des mains avant et après la manipulation, un nettoyage du matériel utilisé pour écraser entre chaque médicament, ou alors on va utiliser un contenant à usage unique, hein. Ensuite, il faut porter systématiquement des gants et un masque parce qu'il peut y avoir un risque d'inhalation du produit. Ensuite, il ne faut pas écraser plusieurs comprimés en même temps et il faut surtout les administrer un par un pour éviter le risque d'interaction. Pour administrer, bien entendu, il faut privilégier un véhicule le plus neutre possible, donc le mieux c'est l'eau. Et enfin, l'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit toujours se faire immédiatement afin d'éviter toute altération du principe actif au contact de l'air, de l'humidité ou de la lumière. Pour une administration par sonde, il faut penser à rincer la sonde avant le début de l'administration et après le passage de chaque médicament. Enfin, je l'ai déjà dit, mais les cytotoxiques ne devront jamais être écrasés ni ouverts dans le service de soins. En cas de difficulté pour la prise, il faut en référer au médecin et au pharmacien. J'en profite pour rappeler que les cytotoxiques et cytostatiques sont maintenant appelés MMPP, médicaments à manipuler avec des précautions particulières. Alors ces médicaments cytotoxiques ou cytostatiques sont quand même fréquents. On en retrouve dans les piluliers et je ne peux pas vous les citer tous parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, le méthotrexate est très utilisé en rhumatologie pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère et active. Le purinétol est utilisé dans les leucémies aiguës lymphoblastiques et myéloblastiques. Le Lenvis et le Zavedo pour les leucémies aiguës myéloblastiques. L'Hydrea pour les leucémies myéloblastiques chroniques. Les thrombocytémies ou les polyglobulies de Laquèze, le Fludara par rapport à la leucémie lymphoïde chronique, le Xéloda pour les cancers colorectaux, gastriques ou du sein, l'Icantin pour le cancer du poumon à petites cellules en rechute, le Thémodal pour les glioblastomes et les gliomes malins, ou encore le Natulan prescrit pour le Hodgkin, ou l'Endoxan pour les lymphomes hodgkiniens ou non, ou les cancers du sein, de l'ovaire, du testicule, des bronches de la vessie, etc. Ou encore les stracites pour les cancers de la prostate hormonorésistants, ou l'alkéran pour les myélomes multiples, les adénocarcinomes ovariens, les carcinomes du sein au stade avancé, ou encore le chloraminofène, qui est prescrit dans les leucémies lymphoïdes chroniques et les lymphomes hodgkiniens ou non. Donc vous voyez que ces cytotoxiques, cytostatiques ne sont pas rares en comprimés, quel que soit le service dans lequel vous pratiquez, que ce soit en hémato, en rhumato, en neurologie ou même en EHPAD. Voyons maintenant la question 13. Parmi les propriétés suivantes, identifiez les 3 propriétés des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les AINS. Alors A, antibiotiques, non. B, analgésique, oui, là c'est bon. Antifongique, non, certainement pas. Et ensuite D et E, antipyrétiques et antiagrégants plaquettaires, oui, tout au moins en ce qui concerne les salicylés. Les AINS inhibent la synthèse des prostaglandines et ont un effet antalgique, analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire. Donc ce dernier effet n'apparaît qu'à des doses plus élevées, au-delà de 1200 mg par jour chez l'adulte. En ce qui concerne la propriété antiagrégante plaquettaire, c'est le cas du cardégique et de l'aspégique qui sont de l'acide salicylique, donc de l'aspirine, autrefois très utilisés comme antalgiques et antipyrétiques, mais qui à faible dose sont des excellents antiagrégants de première intention. C'est pour ça qu'il était précisé antiagrégant plaquettaire, entre parenthèses, salicylé. Question 14. Parmi ces traitements médicamenteux, lesquels sont des corticoïdes ? Il s'agissait des réponses A et B, cortisone et soluprède. Puisque l'aspirine, bien entendu, ce n'est pas un corticoïde, nous de le voir. Le nifluril et l'ibuprofène sont des AINS. Question 15. Parmi ces propositions, quelles sont les 3 propositions qui font partie des effets secondaires d'une corticothérapie au long cours ? Nous l'avons vu tout à l'heure. La réponse A, stimulant du système nerveux central. B, augmente la sécrétion gastrique, donc ulcérigène. Et C, hyperglycémie, ont été les 3 bonnes réponses.
Question 16, toujours sur la corticothérapie au long cours. Il fallait cocher les 3 propositions qui font partie de la surveillance. Donc il fallait cocher A, surveillance du poids par rapport à la rétention hydrosodée et du fait des effets hypoprotidiques et hyperlipidiques. Il fallait aussi cocher B, surveillance du capital osseux et de la croissance chez l'enfant, du fait de la fuite de calcium générée par les corticoïdes. Et C, la surveillance de la natrémie et de la kaliémie, du fait de la rétention hydrosodée et de la fuite de potassium. Les réponses D et E étaient erronées. Question 17. Les corticothérapies au long cours entraînent des risques chez le patient. Parmi les propositions, retrouvez les 3 risques principaux. Il fallait donc cocher C, le risque d'hyperglycémie, puisqu'ils ont un effet prépondérant sur le métabolisme du glucose au niveau du foie, avec un effet hyperglycémiant. Ensuite, réponse D, le risque d'hypertension artérielle lié à la rétention hydrosodée. Et enfin E, le risque infectieux du fait de l'effet immunosuppresseur des corticoïdes. Question 18. Cochez les 3 bonnes réponses. À quel moment de la journée la prise de traitement par corticoïdes est-elle recommandée? Il fallait cocher A, le matin, B, le midi et E, avant 17h, du fait de l'effet sur le SNC et surtout du fait que le pic de la cortisolémie est entre 6 et 8 heures le matin, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Question 19, cochez les 2 bonnes réponses. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont exactes. Alors, une aide-soignante peut réaliser certaines injections, ou que non. Elle ne peut réaliser aucune injection. Les injections sont des actes infirmiers sur prescription médicale et ne sont absolument pas délégables aux AS, AP ou AMP. De même, les AS ne sont pas habilités à appliquer les traitements médicamenteux, ce qui est le cas du nifluril dans la réponse D. Même en application locale. Il s'agit d'un médicament par voie percutanée, dont cet acte ressort de l'article R4311-5. Il doit donc être réalisé par une IDE en milieu hospitalier. Toutefois, suite à une décision du Conseil d'État du 22 mai 2002, puis d'un arrêté du 25 janvier 2005, l'aide-soignante peut aider à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable, ce qui est le cas du nifluril, en l'occurrence ici, dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes en perte d'autonomie. Et c'est bien parce qu'il s'agit d'une aide à la prise d'un médicament chez une personne en perte d'autonomie. Alors, en ce qui concerne la réponse E, elle est erronée, puisqu'en aucun cas, les traitements ne doivent être déconditionnés, que ce soit pour un rangement plus efficace de l'armoire à pharmacie, comme dans la question, ou dans un pilulier ou semainier. Ceci afin de ne pas altérer l'intégrité du médicament, et ensuite afin de pouvoir correctement l'identifier grâce au blister qui comporte également la date de péremption et le numéro de lot. Donc, déconditionner un comprimé, le sortir de son blister, entraîne un risque de confusion, car certains se ressemblent beaucoup, et par ailleurs, il y a un risque d'altérer la qualité du médicament par contact avec l'air, l'humidité ou la lumière. Alors, je reviens sur les réponses exactes. La réponse B, la sangsue est considérée comme un médicament, oui. Et la sangsue thérapeutique est connue donc sous le nom d'irudothérapie. Alors, en France, il faut savoir que les sangsues sont élevées par une société qui est la société Ricard-Impex dans les Landes et en Gironde. Et soit elles sont élevées en milieu naturel, elles se gavent de larves d'insectes, ou alors elles sont élevées en laboratoire, où elles sont alimentées de sang de volaille, je crois que c'est du canard, jusqu'à atteindre son poids de forme qui est de 1 à 3 grammes. Donc, à ce stade, après, on la met à la diète, au moins pendant 3 mois avant leur utilisation, donc en milieu généralement le plus souvent hospitalier en France. Et bien entendu, pourquoi on la laisse à la diète? Pour qu'elle soit affamée le jour où on va l'employer, qu'elle fasse son office efficacement. Il faut savoir qu'une sangsue est capable d'absorber jusqu'à 10 fois son poids en sang en 20 à 45 minutes de stationnement sur la peau. Et une fois repue, elle s'en détache toute seule et elle peut ensuite rester à jeun pendant plus d'1 an. Bon, évidemment, en milieu hospitalier, elles sont euthanasiées après usage, elles sont à usage unique. Alors, en suçant le sang, elles résorbent les œdèmes, elles nettoient le sang, comme la fameuse saignée autrefois, et elles injectent leur salive qui ont des propriétés anticoagulantes, anti-inflammatoires et antalgiques. Et elles relancent la circulation et calment la douleur. Leur application médicale concerne aujourd'hui surtout la phlébite par dissolution du caillot,
l'arthrose du genou par action anti-inflammatoire sur la douleur en raison de 4 sangsues sur le genou pendant 80 minutes, et parfois le syndrome gros bras après un cancer du sein. Et tout cela sans ressentir de douleur à la morsure, puisque la salive de l'animal contient de surcroît une substance anesthésiante. Alors, ces usages médicaux sont peu répandus en France. Moi, je l'ai surtout vu utilisé en chirurgie vasculaire et reconstructive et en microchirurgie. Leur effet mécanique permet d'évacuer le sang en cas de congestion après une intervention, comme les réimplantations d'organes, de doigts, d'orteils, d'oreilles, enfin, de greffe de peau, ou encore la résorption d'hématomes ou de conjonction veineuse, donc de diverses origines. Alors, elle est aussi utilisée pour la microchirurgie, disais-je, et notamment la chirurgie de la main. Et c'est le cas du centre SOS Main du CHU de Rouen, dans lequel j'ai effectué la plus grande partie de ma carrière, qui utilise des sangsues en cas de dévascularisation des doigts. Car la survie d'un tissu réimplanté, un segment de doigt, une greffe de lambeaux cutanés, dépend de l'efficacité du retour veineux. Et par leur effet de succion, les sangsues stimulent l'irrigation des cellules menacées de nécrose en maintenant l'oxygénation du tissu. Elles favorisent aussi la restauration de l'anastomose des capillaires. Elles accélèrent le processus de décongestion des hématomes et le désengorgement des greffons. Alors, en assurant le drainage et en remplaçant le retour veineux partiellement ou totalement, eh bien, elles permettent qu'une néovascularisation veineuse se mette en place. Ce sont des assistantes particulièrement efficaces parce qu'en permettant cette néovascularisation veineuse, eh bien, elles permettent souvent en chirurgie vasculaire, par exemple, de limiter la hauteur d'une amputation, par exemple. Alors, en revanche, la salive des sangsues peut transporter des bactéries, notamment l'aéromonas. C'est leur principal inconvénient, donc les protocoles prévoient de placer sous antibiotiques les patients qui sont traités aux sangsues. La réponse C, certains médicaments sont réservés à l'usage hospitalier, est également exacte. En effet, certains médicaments voient leur prescription réservée à certaines catégories de médecins et ou assortis de conditions particulières. Question 20. Cochez les 3 bonnes réponses. Quel conseil donnez-vous à un patient traité par corticoïdes? Alors, il fallait répondre B. Prendre le traitement au cours du repas par rapport aux effets secondaires sur la muqueuse gastrique. D. Manger peu salé par rapport à la rétention hydrosodée. Et E. Limiter les sucres rapides par rapport à l'effet hyperglycémiant. On l'a vu largement tout à l'heure. Question 21. Surveillance des anticoagulants de la famille des héparines de bas poids moléculaire. Cocher les 3 bonnes réponses. Il fallait donc répondre l'anti-10A avec 0,2 à 0,5 unités internationales par millilitre attendu, puisque comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la surveillance de l'efficacité des HBPM se fait par le dosage de l'anti-10A. Et la surveillance de l'efficacité va se faire par l'absence de signes hémorragiques, des gingivorragies ou des hématomes, et la surveillance de l'innocuité va se faire par la surveillance des plaquettes par rapport au risque de thrombopénie. Alors, la réponse A, la surveillance de la numération sanguine, eh bien, la numération sanguine n'apporte pas d'informations utiles pour la surveillance des HBPM. Et en ce qui concerne la réponse D, le TP, il est surveillé dans le cadre d'un traitement par AVK et non pas dans le cadre d'un traitement par HBPM. Donc, il fallait répondre B, C et E. Question 22, surveillance des anticoagulants de la famille des héparines non fractionnées. Il fallait cocher 3 bonnes réponses. Ces 3 bonnes réponses, c'était A, le temps de céphaline activé, avec 1,5 à 3 fois le temps témoin, qui permettent donc de surveiller l'efficacité. Ensuite, donc B, le TCA, 1,5 fois à 3 fois le temps témoin. Tiens, il y a une répétition, mais enfin ça c'est pas grave. C'est ce qu'on attend, en tout cas en termes d'efficacité. Et ensuite D, la surveillance des plaquettes, pour vérifier l'innocuité du traitement. Les réponses C et E étaient erronées puisque nous avons vu que l'anti-10A s'applique aux HBPM et que l'INR, lui, s'applique aux AVK. Question 23. Surveillance des anticoagulants de la famille des AVK, antivitamine K. Cochez les 3 bonnes réponses. Donc, il fallait cocher A, la surveillance de l'apparition de gingivorragie et d'hématomes. Leur absence permet de vérifier l'innocuité du traitement. Ensuite, il fallait cocher le TP, qui doit être entre 25 et 35% pour que le traitement soit efficace. Et enfin, E, l'INR, qui doit être entre 2 et 4,5 selon les cas, pour que le traitement soit considéré comme efficace. On en a parlé donc largement tout à l'heure. Question 24.
Vous êtes étudiant infirmier et l'infirmière qui vous encadre vous demande d'aller à la pharmacie centrale de l'hôpital chercher une commande de paracétamol. Le pharmacien vous prévient que la commande de stupéfiants est prête. Alors, qui est habilité à ramener les stupéfiants de la pharmacie centrale? Il fallait cocher les deux bonnes réponses. Et ces deux bonnes réponses sont l'infirmière, et a fortiori donc le cadre infirmier de l'unité, et D, le pharmacien. Alors, bien entendu, est également habilité le médecin, on l'a vu tout à l'heure. Mais en aucun cas, un étudiant infirmier, une aide-soignante ou un ASH peut ramener les stupéfiants. Question 25. Un patient dont vous avez la charge vous explique que depuis quelque temps, il se procure certains médicaments par Internet. Que lui répondez-vous? Il y avait 3 bonnes réponses à cocher. Et donc, il fallait cocher un médicament sur 10 dans le monde est faux. C, le risque de toxicité est accru sur Internet car manque de contrôle. Et D, ils sont au mieux inefficaces, au pire toxiques, voire mortels. Alors, en effet, ces médicaments peuvent être inefficaces, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils puissent être dangereux, que ce soit par surdosage ou sous-dosage, par absence de principe actif ou même la présence de substances toxiques. Et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont quasiment impossibles à distinguer des médicaments originaux sans appareil d'analyse adapté. Donc, effectivement, plus de 95% des pharmacies en ligne sont illégales. Ça, c'est important à savoir. Et l'OMS estime que 50% des médicaments vendus sur le net sont contrefaits ou non autorisés. Et par ailleurs, ces médicaments ne sont pas forcément moins chers. Donc, les réponses A, ils sont au pire inefficaces, ils peuvent même être dangereux, donc ça, c'était une réponse fausse. Et la réponse E, ils sont moins chers, c'est aussi faux. Question 26. Parmi les réponses, quels sont les effets secondaires de l'héparine? Cochez de bonnes réponses. Eh bien, il fallait répondre A, l'hémorragie, B, la thrombopénie. On l'a déjà vu, donc je passe très vite sur cette question. Question 27, cochez les deux bonnes réponses. Afin de favoriser la cicatrisation, le pansement doit, eh bien, il fallait répondre C, permettre un environnement humide, et D, être non adhérent à la plaie. En effet, pour favoriser la cicatrisation, il faut que le pansement soit renouvelé le moins possible. Il faut un environnement humide et il faut ne pas adhérer à la plaie pour ne pas arracher les bourgeons charnus. Il faut bien sûr aussi une hydratation et un apport protéique suffisant. Donc, la réponse A, permettre un environnement sec, non, c'est faux. Ensuite, B, protéger la plaie de la lumière, ça n'a aucun intérêt. Et enfin, E, être refait tous les jours, non, ce n'est pas nécessaire. Question 28, il fallait cocher la bonne réponse. Le Préviscan est eh bien, la bonne réponse, la réponse D, c'est un anticoagulant de la famille des AVK. En aucun cas, c'est un anticoagulant de la famille des HBPM, ce n'est pas non plus un antibiotique, ni un antalgique de palier 2, et encore moins un anti-inflammatoire. Question 29, lors de l'administration des traitements Péros, cochez les 3 actions permettant de diminuer le risque d'erreur. Eh bien, il fallait cocher B, ne pas sortir les médicaments de leur emballage individuel, nous l'avons vu tout à l'heure, ceci afin d'éviter toute confusion et pouvoir vérifier le nom, la date de péremption et le lot du médicament. Ensuite, la seconde bonne réponse, c'était la C, vérifier la prescription avant l'administration du traitement. Ça fait partie des bonnes pratiques. Ensuite, E, contrôler la péremption. Là aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, connaître par cœur les traitements des patients dont on s'occupe, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Donc, il faut toujours vérifier la prescription. Ensuite, préparer en même temps les médicaments des patients d'une même chambre. Là aussi, ça peut être dangereux. On ne prépare les médicaments que pour un patient à la fois. Question 30. Parmi les réponses cochées, 3 voies d'élimination possibles des médicaments. Il fallait répondre à A, B et C, la voie rénale, la voie hépatique et la voie digestive. La plupart des médicaments, principalement les médicaments hydrosolubles et leurs métabolites, sont éliminés en grande partie par les reins dans l'urine. Ainsi, l'administration du médicament dépend largement de la fonction rénale. Certains médicaments sont éliminés par excrétion dans la bile après avoir traversé le foie, sans subir de modification ou bien en étant convertis en métabolites. Et dans les deux cas, la bile s'écoule ensuite dans le système digestif. Alors, ce ne sont pas les 3 seules voies possibles. Certains médicaments sont excrétés aussi dans la salive, la sueur, le lait maternel ou même l'air expiré. Mais en ce qui concerne les réponses exactes parmi celles proposées, c'était bien A, B et C. Question 31. Parmi ces réponses, cochez les 3 modalités pratiques à respecter lors de l'administration d'un médicament Péros à un enfant.
Eh bien, il fallait cocher A, il faut utiliser la pipette ou la cuillère doseuse fournie avec le produit afin d'être sûr de donner la bonne dose. Ensuite, C, vérifier la péremption après ouverture des solutions buvables. Ça fait partie donc des règles de bonne pratique. Et D, vérifier que la prescription a été réalisée en fonction du poids de l'enfant. La prescription doit d'ailleurs comporter ce poids de l'enfant, et ce sont généralement des prescriptions en temps de milligrammes ou grammes par kilo, par jour. Question 32. Le chirurgien de Madame M a prescrit 250 ml de G5 à passer sur 8 heures. Le débit de la perfusion en gouttes par minute par défaut est 2. Eh bien, il fallait cocher A, 10 gouttes par minute. En effet, dans 1 millilitre, il y a 20 gouttes. Donc, dans 250 millilitres, il y aura 5000 gouttes. Dans 1 heure, il y a 60 minutes et la perf doit passer en 8 heures, soit 480 minutes. Et 5000 divisé par 480, ça donne 10,41. Donc, soit 10 gouttes par minute par défaut. C'est ce qui était demandé dans la question. Question 33. Vous devez administrer à Julien, nouveau-né de 3 semaines et pesant 4 kg, 125 mg par kilo par jour de clamoxyle, antibiotique en intraveineux en 2 fois. Quelle quantité totale en milligrammes recevra-t-il par jour? Il fallait cocher la bonne réponse et cette bonne réponse c'était la A, 500 mg. En effet, Julien pèse 4 kg, donc il faudra 125 mg par 4, soit 500 mg par jour. Enfin, question 34, la dernière question. Le chirurgien de Madame M a prescrit 500 ml de G5 à passer sur 6 heures. Le débit de la perfusion en gouttes par minute par excès est 2. Il fallait cocher la bonne réponse qui était la B, 28 gouttes par minute. En effet, nous avons 500 ml de G5, soit 20 gouttes par 500, donc 10 000 gouttes, à passer en 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes. Et 10 000 que divise 360, eh bien, ça fait 27,77, soit 28 gouttes par minute et par excès. Et bien voilà, cette vidéo de révision de pharmacologie est terminée. J'espère qu'elle vous rendra service et je vous donne rendez-vous à très bientôt.